Bonsoir et bienvenue dans Édition spéciale, votre émission panafricaine sur Wadjes TV. Ce soir, nous parlons de la guerre Israël-Iran qui s'est intensifiée depuis le 13 juin dernier. En effet, depuis des jours, des missiles s'abattent sur des populations civiles, des infrastructures sont détruites et des familles entières vivent sous la terreur. Pourtant, les organisations internationales dites de droits de l'homme restent muettes face à ce grand crime qui se déroule au Moyen-Orient. Mais une question en ressort de ce silence: pourquoi, quand c'est l'Afrique qui réagit, les ONG montent au créneau? Pour répondre à cette question, ce soir, nous avons dans ce studio nos deux consultants, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue encore sur notre plateau. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir Yannick et bienvenue encore sur notre Bonsoir Martial et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous ce silence des organisations internationales de droits de l'homme sur la situation d'Israël-Iran, alors qu'en Afrique, à la moindre opération militaire, ces mêmes ONG sortent des rapports incendiaires? Alors merci Martial. Tout d'abord, j'aimerais saluer la mémoire de ces pauvres victimes-là qui ont perdu la vue, qui ont perdu leur vie dans ces bombardements de part et d'autre. Ils ne méritent pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour des organisations internationales, des ONG internationales, de la trempe de Human Rights Watch et de Amnesty International, qui prétendent défendre les droits de l'homme, qui prétendent défendre les libertés individuelles, la démocratie et tout ce que vous voulez, se taire devant de tels massacres dans les rues de Téhéran et de Tel Aviv, eh bien, tout simplement, c'est un silence complice. D'accord? C'est un silence criminel. Ces enfants, ces femmes, ces personnes âgées, ces hommes qui sont en train de croupir sous les bombes, sous les missiles, sous les ogives lancées par l'armée israélienne et l'armée iranienne de part et d'autre, eh bien, c'est vraiment triste. Et ce sont des organisations qui ont pour principe, je parlais de Human Rights Watch et de Amnesty International oui, et d'autres ONG qui prétendent défendre les droits de l'homme. Et elles se sont données pour mission de dénoncer ces agissements, de dénoncer la violation des droits de l'homme, faire pression, d'accord, sur le gouvernement afin de mettre fin ou bien de dénoncer ces genres de pratiques. Mais pour le moment, nous assistons à un silence total de la part de ces ONG. Elles ne disent rien. Sur les plateaux de télé, vous n'allez pas les voir. Vous n'allez voir aucun rapport d'eux, aucune dénonciation. Et en temps normal, ça ne doit pas poser de problème. Mais là où ça pose problème, tu l'as dit dans ta question, quand en Afrique, on assiste à une petite guerre ou bien à des représailles de ce genre, eh bien, vous allez voir sur les plateaux de télé, ils organisent des émissions pour décortiquer, pour décrypter, c'est le terme qu'ils aiment utiliser, pour décrypter et l'actualité, ce qui se passe. Et dans leur décryptage, dans leurs analyses, il faut voir la condescendance avec laquelle ils jugent les Africains. Que les Africains sont les sauvages. Ils ne disent pas ça explicitement, mais implicitement, c'est ce qu'ils veulent dire. Que les droits de l'homme sont bafoués en Afrique, qu'il faut intervenir. Ils pondent des rapports de 10 000 pages. Ils font des publications de part et d'autre. Mais curieusement, ce à quoi nous sommes en train d'assister au Moyen-Orient, c'est extrêmement grave. Ça dépasse même le crime contre l'humanité. C'est des violations des droits de l'homme en plus finir à grande échelle. Et les ONG comme Women's Rights Watch et Amnesty International doivent rester fidèles à leurs principes et dénoncer cela. Et donc ce silence est un silence tout complètement criminel et il va falloir qu'on le dise. Voilà. Merci Yannick pour votre rapport. Amen Segla, comment expliquez-vous ce silence des organisations internationales face à la guerre qui se passe actuellement au Moyen-Orient, mais pourtant en Afrique, ils montent au créneau pour le moindre mouvement? Alors merci Martial. On dit souvent les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient
est vraiment révélateur de ce que ces impérialistes ou bien le monde occidental a planifié contre l'Afrique. Et si nous remontons même à la genèse de la création des ONG, ce sont des outils de propagande en fait créés par ces puissances-là pour manipuler les États et les moins avancés. Parce que quand vous prenez les ONG, que ce soit les ONG, les médias ou bien l'armée, ce sont des outils que l'État utilise à sa faveur pour pouvoir avoir accès à quelque chose. C'est comme si un État est en difficulté, il envoie son armée pour défendre l'intégrité de son territoire et les médias aussi l'accompagnent. C'est la même manière que les ONG aussi sont créées, juste pour manipuler l'opinion dans un certain, ou bien pour attirer l'attention de l'opinion dans un sens pour son intérêt. C'est ça. Parce que quand vous prenez ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est vraiment ahurissant de voir que même sur les médias classiques des pays occidentaux, les vraies images, on ne les montre pas. Ce qui se passe, que ce soit en Iran ou bien en Israël, on ne nous montre pas les vraies images. Mais en Afrique, on sort même les anciennes images. C'est-à-dire, séances tenantes, à chaque fois qu'il y a attaque, on les envoie l'image et les commentaires, ils vont avec. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est pour préserver, et je ne sais pas si c'est un mythe ou bien quoi, tout ce que le monde occidental a vendu à l'opinion internationale comme c'est un monde, et ce sont des grands démocrates, ce sont des gens civilisés. Aujourd'hui, on remarque qu'ils sont plus primitifs, sauvages que quiconque dans ce monde. Regardez comment les missiles pleuvent dans ces pays-là. On demande, mais quel est l'intérêt? C'est-à-dire, ils poursuivent quoi? Comment a-t-on en arrivé là? Les ONG ne posent pas ce genre de questions. Mais quand il s'agit de l'Afrique, mais il y en a qui viennent de le dire. Vous allez voir des rapports bidons, des appels à des sanctions internationales et tout. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, personne n'en parle. Silence total. Personne ne dit rien. Comme si ces ONG sont créées seulement pour l'Afrique. Et c'est le moment pour les Africains de comprendre comment le monde occidental ou bien le monde de l'extérieur, ceux qui se prétendent être les plus démocrates ou bien les plus civilisés, voient l'Afrique. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans deux pays, mais ça n'arrive même pas à la moitié de ce qui se passe en Afrique avant qu'eux-mêmes ils nous montent, ils organisent des émissions sensationnalistes pour dire de n'importe quoi sur l'Afrique et surtout sur leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les dirigeants des pays de l'AES en matière de droits de l'homme et tout? Mais avant même que la guerre entre l'Iran et l'Israël éclate, on a assisté comment Israël a massacré la population dans la bande de Gaza. Mais là, il n'y a rien. C'est vrai, ils ont fait ce miracle de sanctions pour dire que non, on doit traduire Netanyahou devant la Cour pénale internationale. Mais on sait comment les sources se gèrent. Personne ne peut tromper dans cette affaire-là. On sait comment les sources se gèrent. C'est juste un rapport qu'ils ont publié. C'est ça. Et ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que il y a un double standard sur le plan international. C'est-à-dire, ce qui est bon, peut-être ce qui est bon pour l'Afrique n'est pas bon pour les autres. Ou bien ce qui est mal pour l'Afrique ne l'est pas pour les autres. Donc il y a un double standard. Donc il revient à nous, Africains, de prendre des solutions, voilà, des mesures d'une résolution par rapport à ce qui se passe et de définir notre propre trajectoire. Alors, sur le plan de la communication mondiale, pourquoi ces organisations-là sont-elles si sélectives dans leur indignation? Que cache réellement? Alors, la grande question est que qui sont derrière ces organisations-là? Quand vous prenez que ce soit Transparency International, Crisis World Group ou bien Human Rights Watch, ce ne sont pas des organisations qui ont la main libre de s'exercer. C'est-à-dire, on les oriente à les faire si elles le font, à aller dans ce sens, et puis elles vont. C'est comme ça que ces organisations fonctionnent. Parce qu'ils ont en fait un budget sur lequel ils fonctionnent. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose en dehors du budget qu'on t'a octroyé. Parce que quand on te donne un budget, parce que ils ne travaillent pas, ce sont des apports qu'on leur donne. Et qui donne ces apports-là? Qui les finance? Ce sont ces puissances-là. Donc,
quand toi tu es en déphasage ou bien tu n'es pas en odeur de sainteté avec ces pays occidentaux, mais ils vont écrire des rapports bidons sur toi. C'est ça. Eux ne sont que des exécutants. Donc aujourd'hui, qui va dire à ces ONG-là de faire sortir des rapports du moment où ce n'est pas dans leur cahier de charge? Elles ne peuvent pas le faire, ces organisations-là. Donc, ça se voit clairement que ces organisations sont créées spécialement pour l'Afrique. Et pour aussi certains pays du Moyen-Orient ou bien d'Asie. Sinon, ils ne travaillent pas pour les pays occidentaux, que ce soit en Amérique ou bien dans les pays européens. Ils ne travaillent pas pour eux. Parce que tout ce qui, en fait, que ça soit bien ou mal, ça se passe bien là-bas. Donc, leur mission n'est pas dans ce pays-là, c'est dans les pays africains et dans les pays d'Asie. Donc, c'est ça. Alors, Yannick, selon vous, pourquoi ces ONG sont si sélectives et que cache réellement ce silence complice face à la guerre alors au Moyen-Orient? c'est la grande question qu'il faut se poser. Pourquoi ces ONG dénoncent les agissements, les mouvements des petites guerres en Afrique, et quand il s'agit de ces événements qui se passent dans les pays occidentaux ou bien dans les pays où les différents protagonistes sont les occidentaux, ils ne dénoncent rien, ils ne disent rien. Amel l'a dit dans son intervention, ces ONG sont créées par les puissances occidentales, notamment par les États-Unis. Quand vous prenez par exemple Human Rights Watch, elle est créée par les États-Unis. Et comment voulez-vous qu'une organisation créée par les États-Unis dénonce ce que les États-Unis font? C'est impossible. Il faut aussi dire que ces organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme n'ont pas directement une véritable force de coercition. Ils n'ont pas la capacité, ils ne sont pas habilités à sanctionner de façon directe les gouvernements ou les associations ou bien les populations. Ils ne sont pas habilités à faire des arrestations, mais toute leur force se limite à publier des rapports, des enquêtes et à exercer une certaine influence sur les médias. Et également, l'un de leurs rôles, c'est quoi? C'est de faire en sorte que une pression, d'accord, soit exercée sur certains gouvernements, d'accord, afin de faire en retour afin d'exercer en retour une influence sur un pays qu'ils veulent voir se remettre dans les rangs. Quand vous prenez par exemple les États-Unis, on sait tous que cette guerre entre Israël et Iran, ce qui est derrière le pays, la force qui est derrière l'Iran, et la force qui est derrière Israël, c'est les États-Unis. On sait tout cela. Et comment voulez-vous que des pays se regroupent pour exercer une influence sur les États-Unis? C'est ça. Les États-Unis qui sont le pays le plus influent au monde. Et voilà. Donc c'est impossible. Alors, pour répondre à ta question par rapport aux doubles standards dont font preuve ces ONG-là, et Amel vient de le dire également dans son intervention, ce sont des organisations qui ne sont pas indépendantes. Ce sont des organisations qui dépendent d'un lobby bien donné. Quand vous prenez par exemple de Open Society, de George Soros. Ce sont, en fait, c'est, comment dire, un groupe international qui fait dans la défense des droits de l'homme et tout ce que vous voulez, et qui pilote ces ONG-là et qui finance en majorité ces ONG. Et ces ONG reçoivent également des financements de la part des gouvernements, des associations. Eh bien, comment voulez-vous que ces organisations dénoncent ceux qui les paient ou bien ceux qui contribuent à leur existence? C'est impossible. Quand vous prenez par exemple Human Rights Watch, en 2020, il a reçu un financement de $470 000 de la part de Mohamed bin Issa Al-Jaber. Il s'agit d'un mania et de l'immobilier dont Human Rights Watch a reconnu comme propriétaire d'une entreprise qui fait dans la violation des droits de l'homme et des droits des travailleurs. Mais comment voulez-vous que Human Rights Watch dénonce vraiment ces agissements? Déjà, l'organisation reconnaît cette personne comme propriétaire d'une entreprise qui viole le travail des droits de l'homme avant de recevoir le financement. Donc, quand ça s'est divulgué, quand des organisations, des voix se sont levées pour dénoncer cela, il a fallu ça pour que Human Rights Watch rembourse le propriétaire, le Saoudien en question. Donc, c'est pour vous dire que ces organisations-là ne sont pas vraiment indépendantes. Elles font juste ce qu'on leur demande de faire. Et surtout, l'Afrique, c'est leur terrain de chasse. Parce que vous savez,
la plupart de ces puissances occidentales-là, elles adorent l'Afrique. Pourquoi? Je l'ai dit récemment dans une émission sur ce plateau. Ces puissances occidentales ont besoin de l'Afrique pour vivre, pour plusieurs raisons. Les matières premières, les ressources naturelles, la main-d'œuvre, tout ce que vous voulez. Et influencer la politique africaine leur permet de vivre, en fait. Si je peux caricaturer ça un peu. Donc, ils ont besoin de dénoncer ce qui se passe en Afrique afin de légitimer leur intervention, afin de légitimer leur présence en Afrique. Donc, ils ont tout raison, ils ont tout intérêt, d'accord, à dénoncer ce qui se fait en Afrique, à mettre l'huile sur le feu, à exagérer les rapports, à exagérer les faits, afin que l'Afrique soit maintenue sous domination. Mais c'est l'inverse chez eux, dans leur pays, ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que ces deux poids, deux mesures ne fragilisent-ils pas la question des droits de l'homme aux yeux des pays africains? Les droits de l'homme, qu'est-ce que vous mettez par les droits de l'homme? Alors, est-ce que c'est vrai, les droits à la vie, droit aux soins, tout ce que vous voulez. C'est bien beau tout ça. Mais comment est-ce que les droits de l'homme sont appliqués? Comment est-ce que les droits de l'homme sont défendus? Est-ce que c'est la même défense qui se fait en Afrique ou bien en Europe? Je suis désolé, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, quand on parle de droits de l'homme, ces puissances occidentales, c'est elles seules qui détiennent les critères. Aujourd'hui, ces puissances occidentales peuvent faire quelque chose, peuvent poser un axe qui est complètement en déphasage avec les droits de l'homme. Un axe qui ne s'aligne vraiment pas du tout, pas sur les droits de l'homme, mais ils vont rien dire là-dessus. Mais quand vous prenez un Africain qui commet un axe dans un contexte bien donné, et ça aussi il faut le préciser, c'est une question de réalité de contexte. Les réalités africaines sont différentes des réalités européennes ou bien occidentales. Donc, mais eux, ils ne voient pas les choses sous ce prisme-là. Ils préfèrent faire un copier-coller ou bien un calcage intégral de ce qu'ils appellent comme droits de l'homme, comme liberté individuelle, comme démocratie. Or, nous, les Africains, nous avons nos réalités. Les pays africains ont nos réalités. Donc, on ne peut pas prétendre appliquer les droits de l'homme de façon systématique, automatique en Afrique, sans tenir compte de ces réalités-là. C'est ce qui explique un peu, voilà, ces deux poids, deux mesures. Et ils le savent. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas le savoir. Alors, Amen Segla, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de cette réalité-là, du silence des ONG face à la guerre au Moyen-Orient et des deux poids, deux mesures qui sont faits en Afrique comme dans les autres pays, est-ce qu'aujourd'hui, cette question de droits de l'homme ou de défense des droits de l'homme n'est pas fragilisée aux yeux des pays africains? Alors, quand vous prenez la situation des droits humains dans son ensemble, c'est comme un décret pris par un chef d'État. Maintenant, avant que le décret ne commence pas à travailler, il faut encore d'autres décrets d'application. Mais les décrets d'application en matière de droits de l'homme ne s'appliquent pas de la même manière dans tous les pays. Il faut une adaptation. Voilà. Ne s'appliquent pas de la même manière. Parce que si on parlait de droits de l'homme, je ne sais pas pourquoi la communauté internationale a accepté à ce que les gens créent les missiles balistiques. Pourquoi ils créent les armes nucléaires? D'autres en ont et on empêche d'autres de ne pas en avoir. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que les gens ont mis des instruments en place juste pour leur propre confort. Pas pour tout le monde. C'est-à-dire on crée droits de l'homme, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas ça. Sinon, l'Amérique, qui aujourd'hui se considère comme le plus grand, le plus puissant, le plus costaud de la cour, mais épaule l'Israël à s'attaquer à ses voisins, quitte à les tuer en nombre, mais ne veut pas qu'on riposte. Ça, c'est quel droit de l'homme, ça? Et on ne tue pas même les militaires, on tue les civils. Et vous nous parlez des droits de l'homme dans cette affaire? Je dis, ces gens-là sont des sauvages. Ils n'ont aucune notion de droits de l'homme. La dignité humaine, ils n'ont rien à foutre. Ces gens-là. Donc l'Afrique ne peut pas se contenter de ce qu'ils font pour pouvoir dresser leur propre trajectoire.
C'est pourquoi j'ai dit dès l'entame de cette émission que c'est le moment pour les Africains de voir comment ces personnes-là agissent et de tracer notre propre pouvoir. De laisser... C'est vrai, quand vous prenez l'histoire de l'Afrique, mais nous avons des règles qui régissent la communauté avant qu'eux ne viennent avec ces histoires de droits de l'homme et tout. Nous savons gérer notre communauté avant qu'ils ne viennent avec leur cours d'administration et tout. On se gère nous-mêmes. Donc on ne peut pas se contenter de ces gens-là. À voir comment ils se traitent entre eux. Vous pensez que, et si c'est entre eux que ça se passe comme ça, vous pensez que si c'est entre un pays africain et un pays occidental, mais le dégât, nous ne pouvons pas en parler ici sur ce plateau. Donc, pour répondre à ta question, le double standard existe depuis avant même qu'eux, ils ont même la notion de création de droits de l'homme. Ce que vous appelez droits de l'homme là, c'est pour nous mettre toujours dans la servitude en fait. Vous allez voir que ce n'est plus possible pour un État occidental ou bien un pays occidental d'intervenir directement, de s'ingérer directement dans les affaires de gestion dans un pays. Mais il passe par les ONG pour dire que non, parce que quand vous voyez une ONG internationale, bon, il n'a rien de politique, il est désintéressé, il est toujours au milieu, il est là pour vous aider. Donc, on peut leur donner tout ce qu'ils veulent comme information. Parce que bon, ils sont là, elles sont là, en fait, ces ONG-là, pour nous aider d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on nous a fait croire. Mais, jusqu'à ce que on ne sache que ils sont des outils politiques envoyés par ces puissances impérialistes. Ils ont tout eu. Ils ont cassé les gouvernements. Ils ont déstabilisé nos États. Et c'est ce qui se passe encore au Sahel actuellement. Vous allez voir que tous ceux qui viennent là-bas par des badges de l'ONG, ce ne sont pas des ONG, ce sont des services secrets, ce sont des agents de services secrets qui sont là, qui truffent ces ONG-là. Ils viennent dans les milieux pour avoir ces informations et puis faire des rapports à ces puissances-là. Et c'est à base de ça, ils disent des choses qu'ils arrivent à dire sur leur plateau télé. Donc, il revient à nous, pays africains, d'être conséquents avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà. Alors, il revient à nous d'être vraiment aguerris par rapport à la question. Alors, concrètement, que doit retenir la jeunesse africaine face à ces deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps pour qu'on puisse ouvrir réellement les yeux sur les vrais jeux de pouvoir de ces organisations internationales? Alors, la première des choses est que pour nous, la jeunesse africaine, nous devons comprendre que personne n'aide personne dans ce monde. Surtout à l'heure actuelle. Personne n'aime personne. Si un État vous assiste, c'est pour son intérêt. C'est parce qu'il a quelque chose à gagner dans votre relation. Donc, aucune ONG ne vient en Afrique juste pour aider, pour des œuvres humanitaires. Non, ça n'existe pas. Ils sont là pour leurs intérêts. Si ce n'est pas eux-mêmes, ceux qui les financent, eux, ils ont des intérêts. Comme je viens de le dire tout à l'heure, comme eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir à visage découvert comme ça. Ils viennent avec les étiquettes des ONG pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc, nous devons comprendre qu'on doit être frileux sur la présence de ces ONG-là dans nos milieux. C'est vrai, par le passé, ils ont creusé quelques forages, ils ont construit quelques écoles, mais ce sont des choses que l'État même, en tant qu'État, peut faire. Faire un forage. La contrepartie est beaucoup plus grande que ce qu'ils ont fait. C'est ça. Ils ont gagné beaucoup plus que ça. Si un blanc te donne 25 francs, peut-être par le passé, il t'a escroqué 1000 francs, ou bien dans le jour à venir, il est sûr qu'il peut avoir 500 chez toi. C'est pourquoi il est là. Sinon, personne n'aime personne. Nous ne devons plus compter sur personne. C'est vrai, je ne dis pas qu'on ne doit plus avoir de partenariat ou bien de coopération avec qui que ce soit. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dire que quelqu'un va venir nous aider dans ce que nous avons comme problème, personne ne viendra. S'il vient, c'est pour son intérêt. Alors Yannick, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine peut faire face à ces deux pas de mesure des ONG là? Alors, c'est triste, hein? C'est triste de voir ces ONG internationales parler de géopolitique quand il s'agit de l'Iran, de l'Israël qui s'affrontent. Au lieu de dénoncer les tueries de masse qu'ils sont en train de perpétrer, ils préfèrent
analyser l'événement sous le prisme de géopolitique, les intérêts que chaque parti a, les jeux de stratégie auxquels ils s'adonnent, au lieu de dénoncer les tueries pures et simples. Mais quand il s'agit des forces de défense et de sécurité qui ripostent face aux attaques des terroristes à Saninzo ou à Barsalago, ils crient au scandale, ils crient à l'assassinat des Peuls, ils crient à la sauvagerie, ils traitent les forces de défense et de sécurité de tout le nom d'oiseau. Et ce double standard doit ouvrir les yeux à la jeunesse africaine. Que ce sont des organisations internationales, ce sont des ONG qui n'aiment pas du tout l'Afrique. Leur présence n'apporte rien de concret à l'Afrique. Dans nos différents conflits, nous devons interdire la présence de ces ONG-là parce que, Amen l'a dit, ce sont des outils de soft power que les puissances occidentales utilisent pour asservir les populations africaines, les pays africains et les maintenir sous domination. On ne peut pas comprendre pourquoi, je crois que c'est Amnesty International ou bien Human Rights Watch qui, lors de la guerre de Biafra, faisait passer des armes dans les paquets dans les paquets des kits alimentaires. Des kits alimentaires, voilà. C'est criminel. C'est ça. Donc, la jeunesse africaine doit comprendre que l'Afrique doit se désolidariser et se dissocier de ces ONG-là qui n'apportent rien de bien à l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup Yannick Kwame, merci beaucoup Amen Segla pour vos belles interventions sur le sujet. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission, mais pour clôturer, il est important que les peuples d'Afrique ne doivent plus se laisser manipuler par ces organisations internationales dites des droits de l'homme à la solde des puissances impérialistes qui s'en servent comme une arme silencieuse contre nos États africains. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.